Bonjour François Durper. Bonjour Myriam. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. On va parler de l'Amérique, on va parler de Donald Trump. Un petit virus aura-t-il raison du président américain? Alors avec le Covid, on a découvert un colosse aux pieds d'argile. Comment vous expliquez l'impréparation américaine, l'impréparation du président américain? Il y a l'impréparation du système américain, notamment de son système de santé, qui est très performant. Il suffit simplement de voir le nombre de prix Nobel de médecine, c'est considérable. Mais c'est un système qui est fait pour la médecine, j'allais dire, pour les plus riches, mais qui ne permet pas de soigner le plus grand nombre. Et puis, il y a le président américain. Ce président américain qui devait être prêt, ce virus, il allait d'est en ouest, les États-Unis pouvaient s'y préparer. Eh bien, il a fait le choix de ne pas regarder, de ne pas écouter ses experts et de ne pas regarder ce qui se passait dans les rapports et depuis longtemps des services américains qui disaient la pandémie, c'est une des menaces qui touche notre pays. Alors les conséquences économiques, elles sont brutales. 40 millions d'emplois détruits, des faillites en cascade et des Américains qui se retrouvent sans couverture maladie. Est-ce qu'on peut dire que le virus, il a entièrement ruiné le bilan économique de Donald Trump ? Alors il faut le dire rapidement parce que le rebond peut aussi être fort aux États-Unis. On le sait, c'est une société qui est très souple sur le plan économique et on a déjà des prémices de reprise. 2 500 000 emplois recréés, des ventes au détail qui reprennent de manière très importante. Simplement, on sait qu'une partie de l'élection et peut-être toute l'élection se jouera sur cette question économique. Donald Trump prépare dans les semaines à venir un grand plan, une sorte de New Deal pour relancer cette économie. Et évidemment, les Américains ils vont voter surtout pas pour l'économie générale, pas pour l'économie des économistes, mais selon leur portefeuille. Et ils se diront au moment de voter, est-ce que finalement ce président nous permet de reconstruire ce qui a été détruit pendant la crise du Covid-19 ? En attendant, l'Amérique se déchire. On a rarement connu de division aussi profonde, car dans le sillage du Covid, s'est rajoutée l'affaire de l'assassinat de George Floyd et la question raciale qui s'est invitée dans la société américaine. Les pros et les anti-Trump se divident. Est-ce que depuis la guerre de sécession, on a connu pareil face à face ? Alors, c'est vrai, vous avez cité la guerre de sécession qu'on appelle aux États-Unis la guerre civile. Donc, on n'est pas plus divisé aux États-Unis que pendant la guerre civile, c'est une évidence, mais on n'est peut-être pas plus divisé que pendant les années 60, à l'époque où déjà les étudiants étaient dans la rue et déjà une majorité silencieuse faisait la victoire de Richard Nixon. Là, on estime par exemple à 6% le nombre d'Américains qui sont descendus dans la rue, 20 millions d'Américains. Beaucoup d'Américains sont restés chez eux. La différence, c'est que la division aujourd'hui, elle est peut-être politique. C'est-à-dire que les camps sont bien délimités et jusqu'à maintenant, les institutions permettaient de faire les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, ils étaient divisés, mais les institutions étaient unificatrices. C'est-à-dire que vous pouviez être un député de gauche et voter à droite, ou l'inverse. Ça, c'était une tradition américaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous savez, si vous êtes républicain, pour qui vous allez voter. Il y a une discipline des partis qui n'existait pas avant dans ce pays. Puis la division raciale, vous avez raison d'en parler. C'est pas exactement l'Amérique en noir et blanc de la fin des années 60, au moment où le rapport Kerner disait cette société est en train de se diviser entre noir et blanc, pour 3 raisons. D'abord, la poussée des hispaniques. Aujourd'hui, il y a 1 Américain sur 5 qui est hispanique. La poussée globale des minorités. En 2050, la majorité des Américains seront minoritaires, c'est-à-dire que les Blancs seront minoritaires aux États-Unis. Et puis la troisième chose, c'est la mixité, le métissage qu'on oublie souvent, mais il ne faut pas oublier qu'un 5e des couples américains mariés le sont entre des communautés différentes. Et puis il y a la révolution blanche aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Blancs qui aujourd'hui ont conscience du racisme de leur société. Aujourd'hui, il y a vraiment une Amérique blanche qui se dit ce n'est pas acceptable ce racisme. Est-ce qu'on peut superposer les divisions qui sont nées avec le Covid entre les pros, les anti-Trump, les anti-masques et les pro-masques à cette division raciale après ce qui s'est passé avec George Floyd, entre ceux qui ont manifesté et mis parfois un genou à terre et ceux qui refusent de regarder ce problème? Oui, cette guerre culturelle, on l'a vu, elle s'est traduite sur le plan politique. Et vous avez raison de faire référence au masque. Comment ce masque qui, en France et dans l'ensemble du monde,
n'est qu'un outil de protection contre un virus, peut devenir à ce point aux États-Unis un outil politique à tel point que porter le masque aux États-Unis, ça veut dire être opposé au président américain. Ne pas le porter, c'est l'assurance que vous allez voter pour le président américain. C'est un signal politique très très fort. Ça veut dire que quand vous parlez à un Américain, vous pouvez lui poser la question de l'avortement, vous pouvez lui poser la question des armes à feu, vous pouvez lui poser la question des relations entre communautés, et vous savez à peu près ce que cet Américain va voter dans quelques mois. Concernant les relations internationales, l'ordre international, là aussi on voit que la crise accélère des tendances un peu préexistantes. Les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Trump le dit et redit, America's First. Est-ce que cette tendance, c'est une tendance de fond qui va continuer à exister après Trump? La tendance de fond, c'est le retrait progressif de la scène internationale des États-Unis. On l'avait version Obama, avec le multilatéralisme, et on l'a avec Donald Trump, et ça s'appelle l'unilatéralisme, mais l'isolationnisme. Donc ce n'est pas exactement la même manière de se retirer, mais c'est une manière de se retirer des affaires du monde. Et la grande idée, c'est, vous savez, ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Ces deux nations, Sparte d'un côté, Athènes de l'autre, qui se divisaient, et la guerre devait forcément avoir lieu, cette guerre du Péloponnèse, parce que Athènes était en train de monter, et Sparte voyait sa position dominante un peu rogné. C'est ce qui se passe avec la Chine. Du côté chinois, c'est Athènes, et du côté États-Unis, c'est Sparte. Beaucoup de chercheurs disent que c'est ça qui va se passer, mais ce n'est pas du tout évident, parce que vous le voyez à l'occasion du Covid, les Chinois ne cherchent pas nécessairement à aller chercher des sphères d'influence. Certes, il y a la mer de Chine, ils veulent être influents dans leur espace, mais un cas très concret, l'Afrique. L'Afrique, évidemment, avec la route de la soie, les Chinois vont chercher des zones d'influence, mais que les Américains ont déjà abandonné. Donald Trump n'est jamais allé en Afrique au cours de son premier mandat. La Chine prend une place, finalement, que les États-Unis ont déjà laissée. Et la Chine n'a pas nécessairement intérêt, vu l'interaction des économies. L'un est vendeur, l'autre est acheteur. On n'a pas nécessairement envie de se faire la guerre. C'est pour ça que quand on parle de guerre froide entre Chine et États-Unis, c'est un mot qui ne convient pas, parce que la guerre froide, c'était entre des pays qui n'avaient pas autant d'interaction, en tout cas sur le plan économique. L'Amérique d'après, est-ce qu'elle peut être incarnée par Joe Biden ? Alors, la question, c'est est-ce que Joe Biden, aujourd'hui, peut perdre cette élection ? Vous allez me dire, on a dit la même chose d'Hillary Clinton, qui semblait très très bien partie. Aujourd'hui, il est à plus 10, c'est quand même une avance assez considérable, et il est entre 6 et 9 dans 4 États clés, sans être trop technique. Alors, pourquoi Joe Biden a une position plus solide par rapport à Hillary Clinton ? D'abord parce qu'il a compris quelque chose, il faut qu'il ait le vote des étudiants, le vote des jeunes, qui ont voté pour Bernie Sanders dans l'élection primaire. Alors, il a déjà verdi son programme, qui est beaucoup plus écolo qu'avant. Il a aussi parlé d'une université gratuite. Donc, il a intégré quand même beaucoup de choses du programme de Bernie Sanders. Il y a le discours de Donald Trump qui a une rhétorique extrêmement violente, la loi et l'ordre. Et là, on peut dire que beaucoup d'étudiants vont voter pour Joe Biden pour ne pas voter pour Donald Trump. Et puis enfin, un point, c'est qu'Hillary Clinton était très clivante, ce que n'est pas Joe Biden. Chez les indépendants, c'est très clair, Joe Biden est plus aimé qu'Hillary Clinton l'était, et il est surtout moins détesté. Il y a un écart de 20 points, c'est considérable, entre la détestation que Hillary Clinton pouvait subir et Joe Biden. Donc Joe Biden rassemble davantage. Il va chercher les femmes, les Noirs, les minorités, qui certes se disaient démocrates, mais n'avaient pas forcément mis un bulletin dans l'urne à l'élection précédente. C'est-à-dire, il va chercher les indépendants et il a de fortes possibilités d'avoir plus de gens qui se mobilisent pour lui. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que la rhétorique de Donald Trump, on le dit souvent dans les reportages, elle mobilise son camp, mais elle a aussi pour effet de mobiliser le camp adverse. C'est ce qui s'est passé lors des élections mi-terme en 2018 où les démocrates l'ont emporté. Puis vous me parliez de la question du monde d'après pour les États-Unis. Ce monde d'après, on le voit déjà se redessiner. On voit notamment dans les entreprises de la Silicon Valley des gens qui restent en télétravail et qui ne retrouvent pas leurs entreprises. On voit des étudiants qui ne repartent pas sur leur campus et c'est l'éducation à distance. Et on voit peut-être une élection se profiler avec un vote par correspondance de plus en plus massif et donc une démocratie numérique qui semble
émerger. Donc ce monde d'après, en quelque sorte, le Covid-19 a accéléré des évolutions. Vous vous rappelez de ce livre de cette écrivain canadienne, Naomi Klein, qui disait, eh bien, il y a un capitalisme du désastre. À chaque fois qu'il y a un événement désastreux, eh bien, il y a des évolutions qui se font jour. Elle avait étudié Katrina, qui était un désastre américain, mais là, c'est à l'échelle du pays. Quel avenir vous voyez à ce parti démocrate? Est-ce qu'il s'est Joe Bidenisé avec une forme de centre de gravité plutôt modéré, où on voit, et vous le disiez, il a intégré des éléments notamment pour la jeunesse, une partie radicalisée, plus radicalisée à gauche, avec des figures comme Alexandria Ocasio-Cortez qui vient de remporter la primaire, notamment pour le Congrès à New York. Il y a deux camps au sein des démocrates? Oui, très clairement, il y a un camp beaucoup plus radical, beaucoup plus féminisé et surtout beaucoup plus écologiste. Ce camp écologiste favorable à un New Deal, il fait référence à Roosevelt, cette grande figure démocrate, mais à un New Deal vert, eh bien, ce camp-là veut évidemment modifier l'ADN de Joe Biden. Pourtant, Joe Biden était l'un des premiers, il a un héritage écolo, il a été l'un des premiers à faire signer une loi sur l'écologie et sur l'émission de CO2. Donc il faut qu'il aille chercher un peu dans sa jeunesse de parlementaire. Mais évidemment, il y a ces deux camps au sein du Parti démocrate. Et vous n'allez pas être surpris si je vous dis que le camp de l'avenir, il est du côté des plus jeunes. Et ces jeunes, ils sont dans l'idée qu'on appelle, c'est un peu complexe, l'intersectionnalité. C'est-à-dire, ils sont à la fois antisexistes, pro-écolo, antiracistes. Donc ce sont presque des activistes, sauf ce sont des activistes qui sont parlementaires et qui disent qu'il faut changer la politique américaine et surtout il faut réconcilier les citoyens américains avec leur politique. Et le Parti républicain, que restera-t-il du Parti républicain si Trump n'est pas réélu? Est-ce qu'il existe encore un camp modéré républicain ou est-ce que les républicains ont été trumpisés? Les républicains étaient trumpisés bien avant Donald Trump, c'est-à-dire qu'avant Donald Trump, il y a eu le Tea Party, et si on veut vraiment être précis sur le plan politique, c'est pas Donald Trump qui a trumpisé ce parti, c'est la radicalité, elle vient du Tea Party, elle est antérieure à Donald Trump. Donc la question c'est, est-ce que cette voie de la radicalité va continuer, ou est-ce que ces Américains vont se dire, du fait de l'évolution dont je vous parlais au début de l'émission, de ces Américains blancs non hispaniques qui seront minoritaires en 2050, de cette Amérique métisse qui est en train d'évoluer et de cette Amérique qui a envie d'écologie, est-ce que ce parti républicain ne va pas se dire, eh bien, on va intégrer d'autres choses dans ce parti. Et on ne va pas oublier que nous sommes le parti d'Abraham Lincoln, le parti de l'abolition de l'esclavage. Est-ce qu'elle est réconciliable dans l'Amérique d'après, cette Amérique, ces Amériques? Cette Amérique, elle se pose sans cesse la question de son unité. C'est le nom du pays, États-Unis d'Amérique. Estados Unidos, du côté des éditorialistes d'extrême droite, on en a en France, on en a aux États-Unis, qui disent mais que le dernier anglo-saxon a quitté Miami, emporte le drapeau américain. Nous sommes submergés par ces vagues hispaniques. C'est une partie de la victoire de Donald Trump. Ce qui restera peut-être, c'est son agenda identitaire, et c'est ça que beaucoup d'Américains entendent quand ils votent pour Donald Trump. Si Donald Trump est là, il nous protège de l'évolution de cette Amérique, de ces invasions d'hispaniques. C'est ce qu'ils ont dans la tête en tout cas, et ils nous permettent peut-être de continuer à parler anglais. Alors évidemment, ils ont tort. Pourquoi? Mais parce que tous les chercheurs en sciences sociales montrent que ces hispaniques qui arrivent, ils parlent anglais. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Ils donnent des prénoms anglo-saxons à leurs enfants et donc il y a une anglo-saxonisation aussi des vagues d'immigrants. Ça a toujours été en fait le processus de l'intégration américaine. Merci beaucoup. Merci François Durper. Merci Myriam.